Pas de bullshit. Ok. Chez nous, le bullshit, on a du mal, quoi. Faut se départir de tout cet emballage-là, c'est vraiment pénible, ça. Faut être dans le concret, dans le réel. Tout l'emballage bullshit autour, faut vraiment s'en débarrasser, même si l'écosystème pousse. Parfois, il arrive qu'ils viennent nous voir plus tard. Et là, c'est des fois des situations un peu compliquées, parce que voilà, ils se sont lancés, ils ont créé leur boîte. Ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire, et ils viennent nous voir un petit peu... Tu plus de sous. Ouais, c'est un peu ça, avec j'ai plus de sous, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Alors, je vais pas dire la mécédite, mais pas loin quand même. On est dans un pays qui a abandonné son industrie depuis 40 ans. On en paye les pots cassés aujourd'hui. Ouais, on le sent dans la région. Donc. Robotique humanoïde, on est super en retard. Ouais, on est là. On voit des trucs de l'autre côté de l'Atlantique ou en Asie, on dit, Ouais, ils en sont Chinois, déjà là, eux. Et nous, en France, de façon générale, il y a quelques acteurs en robotique, mais plutôt logistique, etc., qui fonctionnent bien. Mais en robotique humanoïde, on a un train de retard. Quelles sont les 3 preuves que tu vois dans un projet et que tu dis, bah là, ça vaut le coup de le financer, de l'accompagner? Alors, En tout cas, merci d'avoir je t'en accepté prie. l'invitation. Avec Ça fait plaisir, trop plaisir. c'est un plaisir. On s'est rencontrés à la French Tech. Tout à Franchement, fait. j'ai trop aimé ton speech. J'ai Ah, adoré la en petite, fait comment tu l'atelier, avais, ouais. t'avais animé ça. C'était particulier. Donc je me suis dit qu'il y en a pas mal de gens qui me suivent un petit peu qui vont adorer ça en fait. Parler un petit peu d'un parcours financier, d'une start-up, d'une boîte, d'une innovation. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont la tête dans le guidon et qu'ils ne savent pas comment faire parce qu'ils sont tellement dans leurs idées, les mettre en pratique, faire un MVP, qu'ils oublient un petit peu toute cette partie financement qui est vraiment important pour démarrer en fait. Ouais, c'est pas le cœur du sujet entrepreneurial, le financement. Enfin, le cœur du sujet, c'est les clients, est-ce que tu leur proposes, mais le parcours financier, il est indispensable parce que tu as besoin de carburant quand même pour faire les choses correctement. Et en plus, les deux sont liés, c'est-à-dire que tu as besoin de carburant pour pouvoir proposer des solutions intéressantes à des clients, et inversement, pour pouvoir te faire financer, il va falloir que tu montres que tu as des perspectives commerciales intéressantes, des clients et quelque chose à leur vendre d'intéressant. Donc les deux sont liés en fait. On oppose souvent les deux en disant écoutez, occupe-toi de tes clients, c'est vrai. Et en même temps, la partie financière, il faut un peu de sous quand même pour démarrer. Et les deux sont liés, donc il n'y a pas d'antagonisme entre les clients, la solution et le financement. C'est des choses qui sont liées en fait. Ouais, il faut aussi se mettre en valeur en fait tout à fait. par rapport à ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qui est Anthony et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors Anthony, j'ai 47 ans depuis peu. Je dis souvent que j'en ai 10 de moins, je fais 37, mais ça marche de moins en moins bien. Ça peut marcher, ouais. Des fois, ça passe encore, tu vois. Donc, je vis maritalement, j'ai une petite fille de 9 ans. Et donc, je suis dirigeant, fondateur d'une société qui existe depuis presque 15 ans maintenant, qui s'appelle Global Vision, que j'ai cofondé avec 2 associés donc en 2011. Et voilà. C'est très bien. Qui fait quoi, Global Vision? Alors, Global Vision, on est un studio d'innovation ouverte. C'est-à-dire qu'on aide des entreprises à mobiliser des ressources, essentiellement des ressources financières, mais pas que, également des ressources techniques ou partenariales, pour concrétiser leurs projets innovants. Okay. Voilà. Très bien. On a un rôle un peu de logistique, on est là pour... amener les ressources qui vont bien pour permettre que les projets se concrétisent et puis qu'ils aboutissent. Ok, et qu'est-ce qui t'a amené à créer Global Vision? J'imagine que tu étais déjà salarié, consultant, quelque part. J'avais justement ces quelques premières expériences entrepreneuriales dans lesquelles je me sentais bien, quoi, finalement. On dit, bon, ok, l'entrepreneuriat, ça me va plutôt bien. J'ai rencontré mes associés de l'époque sur la base de la première activité de Global Vision à l'époque, qui était l'activité d'intelligence technologique. En fait, on a démarré par ça.
ça me plaisait bien parce que moi je suis plutôt profil business, mais j'ai une appétence particulière pour la technique, tout ce qui est technique, je suis curieux, donc ça me convenait bien. Eux, t'es de profil des scientifiques, hein, dans le monde de l'industrie, mais de profil scientifique, et donc c'est un univers qui m'intéressait pas mal. Je me dis, tiens, il y a sans doute quelque chose à faire à partir de ça, et puis on a commencé à travailler comme ça à partir de l'année 2008, hein, déjà, un peu en incubation à partir de 2008. C'est très tôt en fait. Ouais, oui, dans 3 ans, ça fera 20 ans. Hein. Et donc on a démarré comme ça, et puis on a créé la société telle qu'elle existe aujourd'hui en 2011. Ouais. Ok, très bien. Et la transition salarié-entrepreneuriat, ça fait créer une boîte. Moi, j'ai jamais été vraiment salarié, si tu veux, donc très peu. Je l'ai été un petit peu. J'ai eu quelques expériences salariales entre-temps, entre deux expériences entrepreneuriales, pour dire de remplir le frigo, quoi. Mais voilà, je me plais beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, donc le salariat, voilà, c'est pas forcément pour moi. Et donc j'ai goûté très vite à l'entrepreneuriat, et ça me convient, ça m'a convenu très vite, tout de suite. Ça marche. Et du coup, quel est un peu le domaine qui était d'un peu plus? Est-ce que c'est la partie que tu avais appris à l'école, la partie commerce, marketing? Je vois que tu as un profil là-dessus, ou c'est plutôt la casquette scientifique, parce que tu t'intéressais plus à ces sujets-là en fait? Ou c'est le mélange des deux? C'est le mélange des deux. Clairement, tout ce que j'ai appris à l'école, je m'en sers sans forcément y penser tous les jours. Le commerce, la gestion, voilà, business, tout le volet business, je m'en sers en cours tous les jours, même si la part d'expérience aujourd'hui domine largement. Et puis toute la partie technique, je l'ai acquise. Alors je ne me prétends pas expert technique en quoi que ce soit, hein, mais je m'en accommode assez facilement maintenant, parce que voilà, j'ai pu travailler autour de moi avec des gens qui sont de profil technique, des ingénieurs, voire des gens qui ont un niveau doctorat. Et donc voilà, j'ai acquis une base technique sur pas mal de sujets, qui me permet de comprendre ce que font mes clients assez rapidement en général. Donc voilà, tout ça, c'est une part d'acquisition académique, on va dire, de l'école, dont je me sers encore tous les jours. Et puis tout le reste, au travers de l'entrepreneuriat, on fait tout, hein. On fait du commerce, on fait des RH, on fait de la finance, on fait de l'administratif, on fait du fiscal, on fait de tout. Donc voilà, au bout d'une vingtaine d'années d'entrepreneuriat, voilà, on a touché un petit peu à tout ce qui fait l'entreprise. Et puis en plus de ça, j'ai la chance de travailler sur des sujets assez techniques, donc ça m'apporte aussi un vernis technique. Ok. Donc pour faire ce métier-là, donc il faut à la fois être business, comprendre un petit peu de la finance, c'est ça, et puis et puis avoir une appétence pour la technique. Ouais, parce que alors dans nos métiers, il y a on a 3 grands métiers en fait, hein. On a un métier purement technique qui vise à en fait explorer la littérature scientifique et technique, et découvrir des solutions potentielles pour nos clients. Donc c'est tout un travail de veille technologique améliorée que l'on pratique. Donc ça, on est vraiment purement technique. Et puis on a des métiers financiers. Alors à la fois des financements publics et des financements privés. Donc ça touche à beaucoup de choses. Tout ce qui est mécanisme de financement public, alors évidemment on parlera des mécanismes fiscaux, d'autres types de financement, des aides directes, des appels à projets, et puis on traite aussi tout ce qui est financement d'entreprise. Ok. Donc y compris de la levée de fonds, avec des ouvertures de capital. Donc c'est des sujets très différents, c'est des métiers différents, très complémentaires, mais très différents. Alors,
heureusement, je m'intéresse à plein de choses parce que je me dois d'avoir. Alors, je travaille pas seul, heureusement. Il faut une veille, en fait. Mais je suis obligé d'être un peu au courant et relativement expert dans les différents sujets. Ce qui est pas toujours évident. Ce qui est plaisant, enrichissant, mais des fois difficile à gérer parce que c'est des sujets quand même très différents. Ok, très bien. Et le début chez Global Vision, c'était comment pour acquérir les nouveaux clients à accompagner? Est-ce que c'était simple? Parce que quand on commence, c'est pas. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. On a essayé assez rapidement de mailler localement un réseau. Voilà. Tous les partenaires potentiels qui étaient en contact avec nos clients potentiels, on a réussi à se faire connaître un petit peu comme ça, à avoir quelques bons contacts, et puis à initier des premières missions. Et puis de fil en aiguille, le bouche à oreille, la prescription a fait son office. Okay. Et puis, on fonctionne encore essentiellement comme ça aujourd'hui. Okay. On communique pas énormément par effet réseau. Alors, on a eu la chance à un moment donné d'avoir des contacts entrants. On ne sait toujours pas comment ils nous ont trouvés d'ailleurs, mais de la part de grandes entreprises, des boîtes du CAC 40 en fait, qui sont venus nous chercher. C'est étonnant. Donc ils nous ont trouvés sur le web, quoi. Ils cherchaient un peu des boîtes comme nous, et puis ils nous ont trouvés sur le web, quoi. Mais voilà, on a eu des contacts de la part de grandes entreprises à l'époque, et on a pu initier des missions avec des grosses boîtes. Assez rapidement. Ça c'était plutôt bien. Ok. Et quelles sont les trois preuves que tu vois dans un projet et que tu dis là ça vaut le coup de le financer, de l'accompagner? Est-ce qu'il y a un radar? Alors le mot preuve, sans doute pas adapté à ce stade-là, parce que les preuves, c'est à la fin en fait. C'est quand le truc se vend et que ça peut générer de la rentabilité. Bon, on va dire ok, on a les preuves qu'il nous faut, mais c'est plutôt des indices ou des indicateurs, quoi, de dire bon bah ok. Nous on aime bien, par exemple, c'est assez symptomatique, les porteurs de projets qui sont issus du secteur qui vise en tant que porteur de projet. C'est-à-dire qu'ils sont passés de l'autre côté de la barrière. Ils viennent du monde auquel ils veulent proposer une solution, en fait. Okay. C'est pas tous les porteurs de projets qui sont de ce profil-là, mais force est de constater que c'est les projets qui fonctionnent en général le mieux, le plus rapidement, parce que le porteur de projet a identifié une problématique parce qu'il la vivait au quotidien, et il s'est dit tiens, là il y a un truc à faire, je vais passer de l'autre côté et je vais développer la solution qui me manque. On est à peu près sûr déjà qu'il y a un vrai problème à résoudre. Parce qu'il y a une expertise déjà en fait sur le métier. Ouais, c'est ça. Il y a un acquis. Les gens connaissent la problématique, ils connaissent les lacunes, les solutions qui sont déjà présentes, et donc ils gagnent du temps, quoi. Ils gagnent du temps. Et ce genre de projet, ça fonctionne bien. Donc voilà. Globalement, les projets où on sent que il y a une identification claire d'une problématique à résoudre, pour lequel il n'y a pas vraiment de solution satisfaisante. Et donc, en général, les gens qui viennent du milieu, du secteur, c'est plutôt bon signe, déjà. Ok, très bien. Et ceux qui commencent là, est-ce que tu peux nous citer par exemple les erreurs qu'ils font? Justement, ça, c'est d'être isolé du côté de la solution, en évitant de s'immerger dans le cercle du problème. Okay. Tu vois, c'est je développe une solution dans mon coin dont je pense qu'elle est pertinente, sans jamais passer de l'autre côté de la barrière
et aller voir comment les clients réagissent, vivent, en fait. réagissent. Il faut la tester, en fait. Ouais, il faut basculer de l'autre côté, quoi. Ouais. Et il y a encore beaucoup, alors de moins en moins, je pense, quand même, avec la maturité de l'écosystème, mais tu vois encore beaucoup ça. Ok. Des gens qui développent une solution dans leur coin et puis qui disent bon bah ok, on verra bien si ça généralement se ces gens-là ouais. ils la développent pour eux-mêmes, en fait, pour Ouais, un besoin qu'ils ont trouvé, ouais, c'est ça. Ouais. mais qui correspond pas à un marché vraiment. Ouais, complètement. Ok. Et c'est à quelle phase, en fait, que tu vois les gens qui viennent te voir? Est-ce que, parce que sur la phase de financement, ce que tu nous as présenté à la French Tech, par exemple, est-ce qu'on vient te voir au pré-amorçage ou amorçage, à quel moment? Idéalement, la plupart du temps, avant le pré-amorçage, c'est-à-dire au moment où il faut constituer sa phase de pré-amorçage. Bon, normalement, c'est là où on doit commencer à travailler. Pour justement éviter les écueils, éviter de griller des cartouches, laisser passer la fenêtre de tir financière. Donc, idéalement, on doit commencer à travailler là. Alors, ce qui nécessite quand même que le porteur de projet ait à ce stade-là quand même un niveau de maturité sur son projet, notamment en termes de business model, pour que nous, on puisse s'appuyer dessus et construire son parcours financier. Il faut nous aider, il faut nous alimenter. Donc en fait, le business model, c'est le prérequis, en fait, pour avant d'entamer une démarche. Oui, il faut savoir ce que tu veux vendre, à qui, comment et à quel prix, quoi, globalement. Et si possible, l'avoir un peu validé sur le terrain. Pour qu'on puisse nous construire ensuite un business plan, un prévisionnel financier qui se défende auprès des financeurs. Donc il faut nous alimenter avec ça. Donc voilà, on est censé démarrer là. Force est de constater, donc la plupart des gens que l'on rencontre, ils sont à ce stade-là, plus ou moins. Parfois il arrive qu'ils viennent nous voir plus tard. Et là, c'est des fois des situations un peu compliquées parce qu'ils ils se sont lancés, ils ont créé leur boîte, ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire, et ils viennent nous voir un petit peu. J'ai plus de sous. Ouais, c'est un peu ça, avec j'ai plus de sous. Et en nous demandant qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation. Alors, des fois, on est un peu embêté parce que. Il y a des fois, on peut rattraper des choses, mais pas tout le temps. Donc, t'as une anecdote à nous raconter là-dessus? Non, mais plein. C'est-à-dire le cas de figure, effectivement, du créateur d'entreprise qui a créé sa boîte il y a 1 an, 2 ans, soit qui n'a pas activé les financements auxquels il avait droit en temps voulu, soit qui les a activés, qui les a cramés, mais qui effectivement arrive un peu en bout de course financière, en cours de trésor, quoi, et qui n'a pas ce qu'il faut à ce moment-là pour pouvoir aller voir de nouveaux financeurs qui seraient plutôt à ce stade-là des investisseurs, c'est-à-dire en gros la traction commerciale, quoi. Le niveau de traction commerciale n'est pas là. Les financements, soit ils ont été cramés, soit ils n'ont pas été sollicités. Et il n'y a pas de traction commerciale. Donc là, je ne vais pas dire la mécédite, mais pas loin quand même. Donc c'est des situations où parfois, malheureusement, on ne peut plus rien faire. Il n'y a pas de solution du tout. Des fois, il n'y en a pas. Ouais. En tout cas, nous, on peut vite être à court de solutions dans cette situation-là. Donc nous, notre message... C'est pour ça que nous, on est aussi très ancrés en lien avec les lieux d'incubation pour faire passer les bons messages le plus tôt possible pour justement éviter ce genre de situations qui sont un peu inextricables. Du coup, selon toi, c'est quoi le parcours idéal à suivre si tu devrais le parcours, on va dire le parcours financier idéal, c'est une phase, d'abord la création de la société en tant que telle, qui enclenche une phase de préamorçage qui est constituée essentiellement de financement public ou parapublic, ce qu'on appelle du non dilutif, hors ouverture de capital, donc qui permet
pour les projets les plus ambitieux quand même, de pouvoir mobiliser quelques centaines de milliers d'euros dans cette phase-là. Donc c'est une phase qui dure environ un an et demi, qui permet de lancer la boîte dans de bonnes conditions et qui doit permettre à l'entrepreneur de faire ses preuves, on va dire technico-commerciales, pour pouvoir ensuite, dans un second temps, donc un an et demi, 2 ans après la création de l'entreprise, de solliciter, si besoin est, les investisseurs privés à ce moment-là. Mais avec l'attraction commerciale, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, il faut avoir fait ses preuves, donc il faut un minimum de traction commerciale pour montrer que le projet semble viable. En tout cas, il a trouvé un début de marché et donc il mérite d'être soutenu via des investisseurs. Okay. Donc c'est un parcours un peu en deux temps, une phase de pré-amorçage avec du non dilutif et une phase d'amorçage avec du dilutif et des investisseurs, mais à ce moment-là, il faut de l'attraction. Ok, donc il vaut mieux, du coup, commencer à s'intéresser même avant la création. Ah, complètement, ouais. Oui, le parcours financier, il doit être, on va dire, balisé. Ouais. Ça se passe jamais à la semaine près, hein, mais le parcours, il doit être balisé dès le début, quoi. On dit, ok, on va pouvoir aller chercher, on peut espérer aller chercher autant en pré-amorçage. Ce montant-là doit nous permettre de trouver notre marché, de faire nos premiers clients, de faire un premier niveau de chiffre d'affaires. Et avec ça, on va pouvoir ensuite aller voir les investisseurs avec de vrais arguments à défendre. Et donc ça doit être prévu dès le début. Ok. Et sur la partie, du coup, aller chercher des subventions publiques et des fonds publics, est-ce que ça, c'est sûr ou on n'est pas sûr? Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Quel pourcentage à peu près? Non, c'est pas sûr. Nous, c'est plus proche de 100%, mais parce que on sait ce que ces financeurs-là, ils attendent. Ouais. Et donc, les projets qui n'ont pas les arguments nécessaires, on le dit tout de suite. Donc il y a une espèce de sélection entre guillemets à l'entrée. Donc forcément le pourcentage il est plutôt favorable à la sortie. Mais malgré tout, on tient jamais ce discours-là auprès de mes clients en disant c'est sûr, tu vas te faire financer. Qu'est-ce que tu regardes en premier? On avait dit tout à l'heure les indices. Qu'est-ce que tu regardes en premier? Est-ce que c'est les fondateurs? Là, tu as dit quand il vient d'un domaine. Ouais, il y a un moteur, il y a un driver commercial. Oui, c'est une des premières choses qu'on regarde, mais à la limite, la première chose que je vais regarder, instinctivement ou pas, c'est la posture du porteur et on va dire des indices de professionnalisme. Ok. Ouais. Bon. Les gens qui sont peut-être pas prêts à entreprendre, ça peut se percevoir quand même. Directement. Ouais. Il y a des indices qui montrent que il va falloir travailler parce que voilà, la réussite d'un projet, avec un peu de recul maintenant, la réussite du projet dépend quand même essentiellement du porteur de projet. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est le projet, il se transforme, il se manipule, tout ça dépend quand même de la capacité du porteur de projet, quoi. Et donc avec alors quitte à se tromper parfois, parce que des fois on dit toujours la première impression est la bonne. Oui, souvent, même pas toujours. Des fois on dit tiens, je le sens pas, et en fait au final ça se passe bien, mais voilà et des fois ça se voit pas tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font plutôt bonne impression au démarrage et puis quand on travaille avec eux au fil du temps on dit tiens c'est des lacunes, ça va pas bosser beaucoup là, entre les deux rendez-vous ça va pas bosser beaucoup. Donc voilà, les impressions sont des fois trompeuses, mais le professionnalisme du porteur de projet, je vais
le synthétiser comme ça par professionnalisme, on peut mettre plein de choses derrière. C'est quand même le facteur prioritaire quand même. Ok. Et les financiers, qu'est-ce qu'ils regardent en premier? Un peu la même chose. Aussi. Ouais. Ils regardent beaucoup le porteur ou l'équipe qui porte, leur professionnalisme, l'expérience, leur complémentarité, la capacité d'un tel ou d'un tel à régler les sujets ou pas. Donc ils vont beaucoup regarder l'équipe. Et ensuite seulement ils vont regarder le projet, donc sa cohérence, son niveau de maturité, est-ce qu'il y a déjà des éléments de validation sur le terrain. Ils vont regarder ce que j'ai mis un petit peu dans l'atelier, hein, c'est finalement les points d'accord extérieurs. C'est-à-dire qu'un porteur de projet, il défende son projet, c'est logique. Mais c'est pas suffisant, c'est-à-dire que oui, effectivement, c'est normal que tu défendes ton projet, c'est ton projet, donc ok. Ce qui est important, c'est que ce soit des tiers qui défendent le projet. Okay. Là, c'est beaucoup plus crédible. Quand ce sont, évidemment, si c'est des clients, c'est tant mieux. Mais voilà, ça peut être des prospects, des experts qui apportent une caution, une légitimité, une crédibilité au projet. Et ça fait souvent la différence. D'où la nécessité pour le porteur de projet de ne pas rester enfermé dans son coin et d'aller chercher justement ces points de validation extérieurs par des tiers. Parce que c'est tout de suite plus crédible quand c'est quelqu'un d'autre qui en dit du bien plutôt que soi-même. C'est soi-même, c'est vrai que on dit souvent ça, même si pour de la prospection, quand tes clients parlent de bien de toi et de ton produit, ça fait une pub. Ça change tout. Hein. Ça change tout, c'est directement la différence, en fait. Est-ce que tu peux nous parler d'un cas client que tu avais accompagné sur ces phases-là, en fait, de A à Z, juste pour voir, en fait, un exemple, un cas concret, en fait, et qui est peut-être, si possible, complet. On a de la pré-amorçage. Alors, on aime bien chez nous un projet qui est un peu emblématique chez nous parce que justement on l'a accompagné de A à Z et puis on a fait un peu tout ce qu'on pouvait faire autour de ce projet-là. Donc c'est un projet qui a été lancé et porté par un de nos clients qui était déjà client chez nous. Okay. C'est un projet qui s'appelle Arcimboldo et c'est un projet de presse-agrumes automatique. Alors, c'est rigolo parce que ça parle à tout le monde. C'est une espèce de Nespresso du jus d'orange, quoi. Tu mets ton orange, t'appuies. Donc c'est rigolo. Ça marche bien. Maintenant, ça marche bien. La machine fonctionne très très bien. Et le projet a démarré avec ce client qui rentre dans notre bureau en disant tiens, j'aimerais bien faire ça. Voilà. Ça a démarré vraiment comme ça. Okay. Et donc, on a enchaîné toutes les phases d'un projet. Donc, on a commencé à imaginer techniquement comment l'idée était intéressante, mais techniquement, comment ça pourrait, à quoi ça pourrait ressembler. On a commencé par ça, à identifier des solutions techniques potentielles. On a notamment trouvé des inspirations techniques dans le domaine de la chirurgie, qui seraient transférées au presse-agrumes. Donc on aime bien comme ça trouver des solutions techniques, des inspirations. Ouais. Donc on a commencé à élaborer un petit peu le concept technique. Ensuite, on a lancé des prototypes, on avait fait les études de marché, on a lancé une phase de développement, d'industrialisation, enfin toutes les étapes se sont poursuivies. On a mobilisé les financements sur ce projet, mais à chaque étape. Okay. Donc conceptualisation, faisabilité, développement, industrialisation. On a accompagné le projet de A jusqu'à Z. Ça a donné lieu à plusieurs dépôts de brevets. Mmh. Et donc voilà, sur ce projet-là, on a à la fois accompagné le projet financièrement, en termes de gestion de projet, parce qu'on a à un moment donné nous-mêmes géré le projet avec les différents partenaires techniques.
Et on a trouvé les solutions, en tout cas les inspirations techniques pour le concrétiser. Donc on a fait un peu tous nos métiers sur ce projet-là, et c'est un projet qu'on aime bien. Okay. Il y a eu des virages lors de toutes ces phases-là qui ont changé quelque chose, il y en a tout le temps des virages, c'est-à-dire que les résultats techniques notamment, ou commerciaux, tant qu'on n'a pas lancé les actions nécessaires, on ne peut pas les anticiper. Donc il y a eu des ajustements techniques parce que les premiers protos fonctionnaient pas ou pas correctement, les rendements étaient pas suffisants. Commercialement, on s'est trompé de cible, on voulait avoir du B2C et puis finalement il fallait avoir le B2B, ce qui est en général assez classique d'ailleurs. Enfin voilà, il y a des ajustements en permanence dans un projet, mais qui sont incontournables. C'est-à-dire qu'un projet innovant, par définition, c'est un projet qu'on n'anticipe pas. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses pour voir les résultats que ça donne, et en fonction des résultats, tu ajustes. Donc tu peux pas te projeter sur un projet comme ça, c'est pour ça que tu fonctionnes par phases successives, en disant on va faire ça, on va voir ce que ça donne, et puis en fonction des résultats, on ajustera la phase suivante. Donc c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Okay. Et ça a resté en France ou pour la production, ça a été... Ouais, alors on est très attaché à ça aussi. On va dire une des valeurs de l'entreprise et une de ses vocations, c'est de participer à la réindustrialisation des territoires. C'est pas notre seul sujet, mais c'est un sujet qui nous tient à cœur, parce qu'on est dans un pays qui a abandonné son industrie depuis 40 ans. On en paye les pots cassés aujourd'hui. Ouais, on le sent dans la région, c'était textile. Alors évidemment, chez nous, c'est presque emblématique, mais partout. On a laissé tomber notre industrie. Depuis pas mal d'années maintenant, ça y est, on en a pris conscience et on essaye difficilement de relancer la machine, c'est le cas de le dire. Et nous, alors on a notre tout petit niveau, mais on s'inscrit complètement là-dedans. Voilà, on veut être moteur dans la réindustrialisation du territoire. Pour nous, c'est un moteur très fort. Okay. Ouais. Et là, il y a des initiatives de ta part ou... Ouais, on va. Alors, historiquement, on est un prestataire de service, c'est-à-dire que on accompagne les projets de nos clients. Voilà, c'est nos clients qui viennent nous voir avec un projet sous le bras en disant je veux faire ça, comment on peut s'y prendre. De plus en plus, on souhaite aussi, on va pas abandonner ça bien sûr, mais on souhaite aussi être davantage moteur et porter nos propres projets. Et proposer les projets aux autres et pas attendre que les projets arrivent à nous. Parce que moi ça fait plus de 15 ans que je suis dans cet écosystème. Globalement, le constat que l'on peut faire, c'est que les ressources sont là. Des financements, il y en a. Pas forcément facile à aller chercher, mais ils sont là. Des compétences techniques, il y en a. Il y a des labos, il y a des centres techniques, il y a des industriels, il y a des écoles. Il y a un peu tout ce qu'il faut. La seule chose qui manque le plus, c'est les projets, en fait. Et donc les connexions. Voilà. C'est à un moment donné des gens qui prennent une initiative. C'est juste ça. C'est juste la prise d'initiative. Prise de risque. Ouais, mais tu vois, le risque, il est pas forcément énorme, tu vois, en plus. De dire il faut accepter, de dire je vais peut-être passer un petit peu de temps qui n'aboutiront à rien, mais c'est tout. Donc juste cette prise d'initiative et de dire finalement il y a plein d'opportunités à saisir et il faut savoir réunir les gens autour de ces opportunités et effectivement de faire les connexions. Donc ça se fait, mais ça se fait pas suffisamment encore. Donc nous, notre rôle, et de plus en plus, ça va être d'être à l'origine de ces prises d'initiative pour porter nos projets avec nos clients, nos partenaires, bien sûr, pas tout seul,
mais on va être de plus en plus à la prise d'initiative. Soit parce qu'on va détecter des projets dormants, ce qu'on appelle des projets dormants. C'est-à-dire dans les entreprises, souvent, il y a un projet, il y a le fameux projet dans les cartons qu'on n'arrive jamais à sortir parce que pas le temps, etc. Donc soit des projets dormants, soit des projets carrément qu'on va proposer aux entreprises en disant nous on pense qu'il y a un truc à faire là et on vous propose le projet et nous derrière on va porter le projet, le monter, le financer, le gérer de A jusqu'à Z. Ok, donc voilà. là maintenant... C'est la prochaine phase chez nous, c'est ça. Ok, donc là, par exemple, demain, si moi je suis motivé, j'ai le temps, ouais. Je viens vous voir, je vous dis, laissez-moi les projets que vous avez dans votre liste. Ouais. Je regarde celui qui me convient. Ouais, c'est ça. Alors nous, on va, évidemment, on regardera les projets. Alors, d'abord des projets d'une certaine envergure, plutôt à caractère industriel. Parce que encore une fois on est assez attiré par le côté réindustrialisation et du territoire, donc des projets d'envergure, des projets collaboratifs, des projets plutôt industriels. Donc nous on va regarder ça pour voir si ce projet il a le potentiel pour qu'on prenne le risque de le porter. Mais oui, en gros, ça va être ça. Ouais. Non, c'est très bien. Et c'est pour ça, tout à l'heure, on parlait en off de l'EFC et l'usine décarbonée. L'usine décarbonée, effectivement, la réindustrialisation est forcément chez nous décarbonée. On n'envisage pas de refaire des usines dégueulasses. Voilà, c'est pas envisageable. Donc forcément, la réindustrialisation, elle est forcément décarbonée. Donc pour nous, les projets de décarbonation industrielle, c'est vraiment une priorité chez nous. Donc on en a fait un programme spécifique, quoi, vraiment. Il y a des aides de l'État là-dessus? Oui, énormément. Alors effectivement, c'est aussi pour ça, c'est que les pouvoirs publics mettent le paquet sur ces sujets-là, réindustrialisation et industrie décarbonée. Donc il y a énormément de financement à un niveau régional, national, européen sur ces sujets-là, mais on parle en milliards d'euros. C'est quoi la priorité pour l'État, par exemple? Je ne sais pas s'il y a des... En termes de peut-être la santé, de secteur. Non, c'est... alors, santé, oui, toujours. Santé, toujours. Mais justement, décarbonation, tout ce qui est green tech et industrie décarbonée, c'est une des priorités. Il y en a d'autres, mais actuellement, c'est la grosse priorité. C'est aussi une question de souveraineté. Il y a aussi le sujet de la souveraineté. C'est pour ça que je parlais, c'est quoi, par exemple, le domaine où on a plus besoin d'être souverain et du coup, il y a plus du paquet qui est mis en place. Ouais. Évidemment, on va penser à la santé parce qu'on est passé par là, donc on s'est avec les masques. Il n'y avait plus rien en France, donc on était dépendant des autres pour avoir ne serait-ce que le minimum syndical. Donc oui, il y a des sujets de santé, mais tout. Il y a aussi tout ce qui est énergie. Microprocesseurs. Électronique. Électronique aussi. Tous les secteurs industriels en fait sont concernés. Alors défense. Aussi, donc tous les secteurs sont concernés. Alors il y en a qui sont plus stratégiques que d'autres évidemment, mais globalement les pouvoirs publics ont tendance à soutenir tous les projets qui visent à réintégrer, relocaliser des productions en France. À défaut en Europe si ça vient d'encore plus loin. Mais évidemment en France, et puis si on parle à un niveau régional, évidemment la région va vouloir des implantations ici en région. Donc ça, ces sujets-là nous drive plus particulièrement. Est-ce que c'est une personne lambda qui n'a pas on va dire qu'il n'y a pas un budget énorme, pourrait venir créer cette usine-là, porter un projet d'industrialisation décarbonée? Oui, alors c'est possible. Pas du jour au lendemain, il faudra suivre un parcours. Ouais, c'est possible, C'est possible. Beaucoup de projets naissent avec, au départ, pas forcément grand-chose. Alors, il va falloir, dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir sauter les étapes.
il va falloir y aller vraiment marche d'escalier. Donc il va falloir démarrer tout petit avec un proto, des premiers clients, et puis si tout se passe bien, vouloir faire une petite unité pilote avec les 3/4 de sous-traitance, et puis la phase d'après, c'est son petit atelier où je réintègre la sous-traitance. Enfin, voilà, il y a des étapes, il y aura des étapes à respecter, alors qui vont s'étaler sur des années. Clairement, un projet à caractère industriel, c'est plus long qu'un projet en général, toute chose étant égale par ailleurs, qu'un projet digital. Un projet industriel, c'est 5 ans. Enfin, 5 ans, globalement, on est sur du 5 ans. 5-10 ans, quoi. Et encore, pour de la santé, c'est bien, quoi, à peu près. Ouais. Voilà, ça peut être à 5 à 10 ans. Donc voilà, il va falloir respecter ces étapes. Mais oui, on peut démarrer avec pas grand-chose. L'écosystème tel qu'il a été construit, notamment sur le plan financier, mais aussi sur le plan des ressources auxquelles on peut accéder, des ressources techniques aussi, voilà, les laboratoires, les centres techniques. L'écosystème a été construit pour permettre à des projets qui sont portés par des gens qui sont pas fortunés au départ, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. C'est possible. Ça ne sera pas simple, mais c'est possible. Est-ce que tu as un projet en tête où tu te dis je rêve que ce prototype de projet soit réalité et que je l'accompagne et que tu aimerais avoir quelqu'un qui se lance, non? Il y en a plein. Moi, en ce moment, c'est un sujet dans ma tête pour le moment, mais dans 2 mois, ça sera autre chose. Mais en ce moment, c'est la robotique. Robotique humanoïde. On est super en retard là-dessus. Ouais, on est loin. Là-dessus. On voit des trucs. On voit des trucs de l'autre côté de l'Atlantique ou en Asie. On dit ils en sont déjà là, eux. Et nous, en France, de façon générale, et qui plus est dans la région, alors il y a quelques acteurs en robotique, mais plutôt logistique, etc., qui fonctionnent bien, mais en robotique humanoïde, on a un train de retard, et je pense que celui-là, on va encore le voir passer, malheureusement. Et voilà, je peux pas être sur tous les sujets, mais j'aurais aimé qu'il y ait eu une initiative là-dessus en région, parce qu'on va laisser passer le train. Oui, il y a des choses qui commencent de côté de Paris à Hugging Face, des anciens de Hugging Face. Ouais. Ils ont démarré quelque chose dans la boutique qui est prometteur grâce à l'IA. Ouais. Après, est-ce qu'ils vont arriver au niveau des Chinois américains? Pour l'instant, c'est pas. On démarre, on est en train de retard. On est en train de retard. À part de trouver quelque chose qui facilite vraiment et accélérer pour les rattraper. À défaut, tu peux penser que tu vas pouvoir utiliser leurs robots pour des mises en application ici. Tu vas dire, bon, ok, on a raté le train de l'hardware, on va peut-être pas laisser le train de l'applicatif, bon, à défaut, quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'on a déjà un train de retard, quoi. Ok, très bien. Sur le parcours que j'avais regardé sur Global Vision, en fait, il n'y a pas longtemps, vous avez fait une fusion avec Canopy. Oui. Pourquoi? En quoi ça consiste? Ça porte quoi? Alors en fait, effectivement, dans l'histoire, dans le parcours, on a créé en fait en 2017. Donc on a commencé par l'activité d'intelligence technologique, on a vite complété avec l'activité d'ingénierie et de financement de projet. Et on a créé, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait un trou dans la raquette chez nous, c'est-à-dire qu'on était capable d'aller mobiliser des financements publics à l'innovation, mais on n'était pas en mesure totalement d'aller activer des financements corporate. Il nous manquait ça en fait. Donc on s'en est aperçu quand même assez rapidement, et dès 2016 on dit ok, il faut aussi qu'on active cette activité. Donc avec un des collaborateurs de Global Vision, on a créé une société sœur, on va dire, Canopy à l'époque. Donc à l'époque, on voulait séparer les activités pour plein de bonnes raisons. Donc on a créé Canopy en 2017. Donc qui a pour vocation vraiment le financement d'entreprise. Donc avec tout le travail de business plan, de prévisionnel financier, d'activation des financeurs privés et publics. Donc vraiment sur de l'activité de financement corporate. Donc on a créé ça en 2017. Ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et puis à un moment donné,
Donc on avait ces 2 sociétés qui fonctionnaient, c'est la même équipe, hein, c'est les mêmes locaux, voilà. Mais on avait 2 sociétés, 2 structures juridiques. Bon, au bout d'un moment, ça nous paraissait un petit peu compliqué de gérer les 2 sociétés en même temps, parce que c'était la même équipe. Donc on a décidé de fusionner. Alors on a décidé en 2022, le temps que ça se fasse, mine de rien, même pour des petites sociétés, c'est un chantier. Donc ça s'est bouclé mi-2023. Donc maintenant, il n'y a plus une seule société qui s'appelle Global Vision. Mais on a conservé quand même la marque Canopy, qui désigne le pôle dédié au financement d'entreprises. Donc c'est le pôle Canopy, hein, c'est le petit nom, c'est le pôle Canopy qui est dédié au financement d'entreprises. Donc c'est en général par le pôle Canopy qu'on commence à travailler avec les start-upers, parce que c'est le début du chemin. C'est par le pôle Canopy qu'on commence à travailler. Mais on a gardé la marque Canopy. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un joli nom. Bah ouais, on y tenait, on voulait pas l'abandonner. Ok. Et du coup, sur les startups que vous accompagnez, qu'est-ce que ça change directement pour un fondateur de startup? Est-ce qu'il doit fixer du temps dans son agenda pour traiter ces sujets-là? Ouais. Disons que ça va l'obliger à structurer son projet de façon un petit peu rigoureuse quand même. Nous, on est une approche quand même assez rigoureuse. Crédit innovation, crédit recherche. Alors ça, c'est encore un autre sujet. Mais pour le porteur de projet qui veut créer sa boîte et assurer son parcours financier du mieux possible, ça va l'obliger à formaliser les choses, à écrire, à chiffrer, à structurer, à se projeter, à planifier. Toutes des choses que tous les porteurs de projets naturellement font pas. Certains y viennent très, très facilement, d'autres c'est un peu plus compliqué. Donc il y a cet effort de structuration qui est indispensable si on veut assurer ce parcours financier. Donc il y a une espèce de switch un peu à faire dans sa tête entre un projet où finalement un peu nébuleux, où finalement je suis uniquement accaparé par le développement de ma solution. En général, c'est les sujets prioritaires. Le client éventuellement, pas toujours. Et il faut faire un petit switch dans sa tête en disant ok, le projet, il va falloir le planifier, le chiffrer, penser en termes d'organisation, de besoins futurs, de recrutement, d'investissement. Donc il y a un effort de structuration assez intense qui nécessite du temps, de la bande passante intellectuelle. Donc il y a effectivement un petit switch à faire que certains font très facilement. Vraiment, dans les clients, on a tout. On a le continuum complet. Il y a des gens, il n'y a pas besoin de les pousser beaucoup. Le switch se fait très vite, ou c'est même déjà fait. Et il y en a d'autres. Voilà. L'effort d'accompagnement, il est beaucoup plus important parce que ce travail-là de structuration, il n'est pas naturel. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais entrepreneurs, que le projet n'est pas viable. C'est simplement que leur état d'esprit n'est pas forcément câblé là-dessus. Ok. Ouais. Ah bah c'est bien. Et pendant toute cette période-là de 15 ans d'accompagnement, qu'on va parler un peu plus tôt maintenant, est-ce que ça t'arrive d'avoir des moments de doute où tu te dis ouais, tout le temps. Enfin, est-ce qu'on fait les bons choix, est-ce que j'ai fait ce que je devais faire ou pas Mais ça fait partie du parcours. Je suis assez, avec le temps, avec l'âge, assez serein par rapport à ça, en ayant toujours une approche expérimentale. Alors, ok, il y a des opportunités, il y a des envies, on teste, on voit ce que ça donne, on fait un petit galop d'essai, on propose, et puis on voit ce que ça donne. Et puis si ça marche pas, on fait autre chose, quoi. Voilà. Moi, je suis assez comme ça pour vraiment de l'expérimentation, du test assez rapide avec du brouillon.
d'aller tout de suite, si on a une nouvelle offre à proposer, tiens, on va aller en parler à 2-3 clients qui nous aiment bien, on va leur proposer, on va voir ce qu'ils en pensent. Voilà. Je suis assez là-dedans, donc je suis assez serein. Je dis, ok, je pense à ça, ça me paraît bien, mais s'il s'avère que c'est pas bien, c'est tout, on fait autre chose. Quoi. Ouais. Donc c'est ta technique en fait pour pallier ce doute-là en fait. Ouais, complètement. C'est tester sereinement et puis accepter que ça prenne pas. Hein. Bon, ok, ça. On avait plutôt un a priori favorable, mais il s'avère que la mayonnaise elle prend pas, c'est tout, on fait autre chose. Okay. Ça marche. Et au niveau travail, toi, comment tu gères un petit peu parce que tu vas devoir accompagner plusieurs projets, plusieurs clients en même temps. Comment tu gères un petit peu ton planning? Alors, heureusement, je suis pas tout seul. Hein. J'ai une équipe d'une dizaine de personnes autour de moi. Donc je suis pas au chevet de chaque client tous les jours, heureusement, parce que je n'y arriverai pas. Donc voilà, chacun dans l'équipe a ses clients à accompagner. Moi, j'interviens quand c'est nécessaire. Quand voilà, s'il y a un sujet qui nécessite que j'intervienne, j'aurai peut-être pas la solution, hein, mais j'interviens à ce moment-là. Si ça roule, ça roule. Moi, j'ai plutôt une casquette, d'abord une casquette commerciale, des nouveaux clients et la fidélisation de nos clients actuels. En gros, je chapeaute l'ensemble des fonctions support de la boîte, et les fonctions de production, elles sont assurées par d'autres. Et moi, j'interviens uniquement en cas de besoin sur la production. Et comment tu fais pour garder la forme? J'essaie de faire un peu de sport. J'essaie de garder la forme, c'est pas évident. Je fais un petit peu de sport quand même. T'as une routine? Ouais, j'ai des routines, ouais. Je suis censé faire 2 footings par semaine. Le mercredi et le dimanche. C'est assez c'est acté. C'est assez acté. Je sais que c'est calé dans l'agenda, tu sais, il y a un petit truc dans l'agenda. Un peu d'entretien musculaire aussi, une fois par semaine. Donc j'ai mes petites routines de sport auxquelles j'essaye de me tenir parce qu'on a des métiers quand même essentiellement sédentaires. Alors moi j'aime bien bouger, mais voilà, ça reste quand même essentiellement sédentaire. Donc il faut avoir une activité physique à côté. Ok. Et mentalement, pour gérer tout ce qui est stress, le quotidien, on sait dans le métier d'entrepreneur, c'est comme ça. J'ai mes journées. Je m'impose une discipline en semaine qui est assez stricte. C'est discipliné, c'est-à-dire je vais au bureau à 7h30 matin. Je vais faire ma journée, je vais faire mes rendez-vous, je vais faire mes déplacements. Je vais très souvent en fin de journée, en soirée, à des événements à droite à gauche. Donc j'ai une discipline et des journées de semaine bien remplies. Et par contre, le week-end, je déconnecte le vendredi soir. Vendredi soir, 18h. Par contre, c'est fini. Faut plus m'embêter après 18h le vendredi, c'est fini. Je déconnecte, c'est la famille. Après, c'est la famille. Mais par contre, en semaine, voilà, c'est un tunnel, quoi. C'est un tunnel, ouais. Et est-ce que toi, tu as une citation qui te booste le matin quand tu sens un peu non. Un manque de motivation? Une citation Quelque chose? Non. Non, j'ai pas de citation, mais disons que j'ai le réflexe toujours de relativiser, quoi. On a vite tendance à à s'apitoyer sur son sang. Et moi très vite je dis ok, bon, ça va, quoi. On est quand même plutôt pas trop mal, hein, on va pas, tu vois. Je viens d'un milieu modeste, donc j'oublie pas. J'oublie pas d'où je viens, donc tu te regardes dans le rétro et tout. Ouais, c'est ça, exactement. Je vais faire je vais regarder dans le rétro un peu, ouais. Je vais dire, tiens,
ok, t'es parti de loin, c'était pas gagné, t'as fait le chemin, il y en a encore devant, mais le chemin, il est pas si mal. Ok. C'est une façon, tu vois, de relativiser toujours, dire bon bah finalement tes petits soucis là, et, tu vois, c'est pas si grave que ça. Ok. Ouais. C'est vrai que nous, des fois, faut relativiser, comme tu dis, Ouais. par rapport à les problématiques que tu as. C'est généralement, comme on dit, problème de riche. En fait, C'est ça, ouais. Au final, il n'y a rien qui tue, quoi. Il y a rien qui tue. Ouais, Honnêtement, voilà, on est quand même pas si mal, quoi. On va dire, voilà, sans faire des comparaisons, mais on est quand même dans un écosystème, on a des jobs intéressants. Ouais. Enfin, moi, j'ai un métier voilà, hyper enrichissant, quoi. Ouais. On a la chance d'accompagner des projets innovants, un peu dans tous les secteurs, on voit plein de choses, on travaille avec plein de gens intéressants. Passionnés aussi. Voilà, donc on a quand même de la chance. Donc même si effectivement des fois au quotidien c'est dur, quoi. C'est métier de service, hein, donc c'est rude souvent, mais voilà, il faut relativiser, se dire bon, finalement on est quand même plutôt bien. Ok, ça marche. Et comment tu gardes la veille un petit peu? Tu lis un petit peu? La veille métier, tu veux dire? Métier ou autre aussi. Bah, autre, j'ai mes quelques hobbies perso, mais il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas le temps. Bah ouais, bah encore une fois, les journées de semaine sont bien remplies, mais j'aime bien effectivement me tenir au courant de ce qui se passe le plus possible dans l'écosystème, dans la région. Je lis voilà, la presse locale, économique. J'ai mes alertes tous les jours qui dans la boîte. Loi de finances. Un peu sur tous les sujets, tu vois, sujets économiques, les entreprises, les projets. J'aime bien. Je me tiens au courant comme ça. Et puis je participe à beaucoup d'initiatives locales, à des associations, à des réseaux, des pôles de compétitivité, des réseaux entrepreneuriaux. Enfin, je suis lauréat du réseau Entreprendre, donc j'y passe beaucoup de temps. Donc j'aime bien sortir, quoi. J'aime bien. Faut que je sorte. Ça permet de garder le cap. Ouais. Ça marche. T'as un livre que tu conseillerais à tout entrepreneur, par exemple? Peut-être j'ai lu. Ouais. Je dirais, il y a un livre qui s'appelle L'étude de marché qui n'existe pas encore. Donc c'est un auteur français, un spécialiste du sujet, et qui décrit en fait comment on peut valider une innovation sur un marché qui n'existe pas, en fait. Ouais. Parce que, tu vois que ça prend le contre-pied de l'étude de marché. T'as pas de concurrent. Une étude de marché, ça marche quand il y a un marché. Mais s'il n'y a pas de marché, c'est difficile à étudier, quoi. Ouais. Donc, il t'explique comment il faut faire quand il n'y a pas de marché. Et cool. Donc, ce bouquin-là, dans le cadre du management de l'innovation, il est important. Ok, ça marche. Non, c'est bien. Et si tu devrais donner 3 conseils à ceux qui commencent l'entrepreneuriat, les jeunes, qu'est-ce que tu leur dirais en premier? Pas de bullshit. Ok. Bullshit, on n'aime pas. C'est pas vraiment. Chez nous, le bullshit, on a du mal, quoi. Ouais. Faut se départir de tout cet Tout emballage là. C'est vraiment pénible, ça. Voilà, faut être dans le concret, dans le réel, et tout l'emballage bullshit autour, faut vraiment s'en débarrasser, même si l'écosystème te pousse un peu à l'avoir, il faut essayer de s'en débarrasser. Et c'est de plus en plus vrai avec l'IA et tout. Donc, ouais, enfin, il y a des modes, en 15 ans j'en ai vu, il y a des modes, tu vois, donc
Oui, il y a le truc du moment. Alors, oui, l'IA, ça revient par génération successive. Avant, c'était quoi? Ouais, la transformation digitale, les drones, L'IoT, les cryptos. l'IoT, ouais, les cryptos. Enfin, voilà, il y a eu les vagues, les vagues successives où on se sent obligé de raccrocher. Et c'est pas tout à fait faux, Ouais. malheureusement. C'est-à-dire que effectivement, on aime bien mettre les choses dans des cases, et donc on va essayer de raccrocher des cases, et donc on tombe vite dans le bullshit. Donc ça, on a toujours du mal. Donc d'essayer de faire la part des choses et de rester dans le concret, de sortir de sa sphère solution pour plutôt être dans la sphère du problème. Alors Ok. pour ceux, encore une fois, qui en viennent, ils sont déjà, donc c'est super. Mais voilà, faire cet effort-là, et puis anticiper, quoi. Ok. Anticiper notamment le parcours financier, mais qui est lié complètement corrélé au parcours commercial, hein. Il faut l'anticiper, quoi. Ok. Voilà, donc anticipation, Un troisième, no un dernier. bullshit, et sphère du problème, et pas uniquement la sphère de la solution. Ok. Donc, se concentrer sur le besoin, en fait. Ouais, Ouais. ouais, ouais, faire cet effort de basculer de l'autre côté, c'est pas si compliqué. Je trouve ça plutôt intéressant, moi, d'aller plutôt côté client, de voir ce qui se passe, comment ils font, c'est quoi les problèmes. Ouais. Je trouve ça plutôt intéressant. Ça doit être mes origines de marketeur, ça. Donc, et force est de constater que c'est pas forcément naturel. Voilà, on aime bien plutôt rester sur sa solution. Donc faire l'effort de basculer de l'autre côté. Ouais. Ok. C'est très bien. Si je te dis, si tu reviens 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment? Euh, Qu'est-ce que je ferais différemment? Bonne question. J'ai du mal à répondre à ça. Après, peut-être tu es content de ton parcours, donc Bah, aussi. oui, mais si, enfin, plein de petites choses, mais disons que, enfin, le problème est encore là aujourd'hui, c'est-à-dire, il faut réussir à Sinon, quel conseil tu te donnerais à toi-même d'il y a 10 ans? déconnecter, en fait, se déconnecter soit de son entreprise. Ok. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est l'entreprise. Euh, T'as un rôle à jouer dedans, mais t'es pas censé être partout. Ok. Donc c'est la mise en place d'une organisation dans laquelle tu as un rôle à jouer, et ce rôle à jouer il correspond plus à tes capacités, et puis celle que t'as pas, c'est tout, tu la confies à d'autres, quoi. Donc imaginer l'organisation décorrélée quelque part de sa propre personne. Ok. Hein, parce qu'au début, l'entreprise et sa personne, sa petite personne, ont tendance à ne faire qu'un. C'est ça, c'est à peu près notre bébé, du coup. Ouais, ouais, et puis on se sent obligé de se mêler de tout, Ouais. alors que c'est pas indispensable. Donc, imaginer une organisation en dehors de soi, quoi, Ok. quelque part. Ouais. De façon plus naturelle, plus rapide. Si je devais, tu vois, revenir Ouais. un petit peu en arrière, je dirais, ok, peut-être que ton organisation, elle peut être un peu étoffée sur certains endroits, etc. Ouais. Ok. Ça marche, bah, c'est très bien. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné? Savoir bien s'entourer. Ah, c'est bien. Je l'entends souvent Euh, celui-là. ouais, c'est un grand classique, mais effectivement, alors j'étais jeune quand je l'ai entendu, ça m'avait bizarre. C'était un chef d'entreprise aguerri, connu de la région, et qui m'avait dit ça. Sur le coup, j'avais pas compris. Ok. J'ai dit, tiens, c'est bizarre qu'il dise ça. Et effectivement, bah, on en revient à ça, hein. C'est une entreprise, c'est une organisation. Tu peux éventuellement avoir ta place dans cette organisation, mais cette organisation, c'est pas toi, quoi. C'est Ouais. c'est quelque chose d'autre.
Et donc, mais c'est pas évident. Même encore aujourd'hui, c'est pas évident d'avoir ce réflexe-là, de dire ok, l'organisation, c'est pas moi. Ok, très bien. Ça marche, on arrive à la fin de ce podcast. On fait quoi pour te suivre c'est un lien ou quelque chose si tu veux rediriger les gens qui veulent. J'ai mon profil LinkedIn. LinkedIn, ok. Je le mettrai en on publie plein de choses très régulièrement, toutes les semaines. Donc on peut suivre notre actu, s'abonner à notre page, Global Vision, et on publie toutes les semaines notre actu qui est riche. Nos ateliers, nos interventions, nos clients, nos expertises, nos points de vue. On publie plein de choses. Donc, ça marche. Pas très bien. Une question que je pose souvent, est-ce que ça t'intéresserait de revenir dans un an, voir un petit peu son niveau un an, oui, c'est peut-être un peu court, un an, tu vois, à notre échelle, à nous. 2 ans. Ouais, 2 ans plutôt. Okay. Tu vois, pour voir, un an, ça me paraît court. 2 ans, c'est mieux pour, tu vois, voir un petit peu ce qu'on a réussi à faire avec cette nouvelle phase pour nous de studio et de voir quels sont les projets qu'on a réussi à lancer. Il n'y en aura pas 50, mais s'il y a 2-3 projets qu'on a réussi à lancer, j'en serais déjà très, très satisfait. Okay. Il y a des questions que je pose souvent sur le volet technique, en fait, comment tu mets de l'IA, l'automatisation en place pour aller accélérer. Ouais, complètement. C'est un gros sujet pour nous. Gros sujet, parce qu'on peut en mettre, dans tous nos métiers, on peut en mettre partout. Donc on a lancé déjà des chantiers sur nos différents métiers. On a encore beaucoup de chemin à faire. On utilise quelques outils au quotidien qui nous facilitent la vie, mais on sent qu'on peut aller un peu plus, plus en profondeur. Tu vois. Là, on est encore un peu surfacique. Ouais. On peut aller plus en profondeur, vraiment dans le cœur de nos métiers. Automatiser, oui. Rendre peut-être plus intelligent encore, ouvrir des perspectives à certains moments. Il y a encore des gros chantiers chez nous pour les mois qui viennent pour essayer d'avancer sur l'intégration de l'IA dans nos métiers. Ok, on se verra dans 2 ans. On dira comment tu avais fait. On pourra en reparler aussi, tout à fait. En tout cas, merci. Merci à toi. C'était un échange intéressant. Merci pour ton partage d'infos transparents. Avec plaisir. Écoute, on se dit à une prochaine fois. À très vite. Merci.